même un certain temps qu'on n'entend plus parler du Venezuela. C'est quand même assez surprenant parce que depuis longtemps, mais surtout depuis 2013, et encore plus depuis l'apparition le 23 janvier 2010, cette année, de Juan Guaido, on entendait quasiment parler du Venezuela tous les jours. Et puis là, d'un seul coup, il y a un silence total, de sorte qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par hasard, les médias français, entre autres, ne s'intéressent plus au Venezuela? Et en fait, l'explication, elle est simple. C'est que les médias français s'intéressent au Venezuela, surtout quand on peut taper sur Nicolás Maduro. Et lorsque le président fantoche Juan Guaido est en difficulté, on fait un silence total. Comme on dit en espagnol, callados totalmente. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps qui peut expliquer ce silence des médias sur le Venezuela? C'est que ce fameux président autoproclamé, on s'en souvient, le 23 février dernier, était censé faire entrer de l'aide humanitaire au Venezuela, depuis la Colombie, depuis la ville de Cúcuta, dont il faut rappeler au passage. Cúcuta, c'est à 15 minutes de l'endroit où les paramilitaires des Autodéfenses Unies de Colombie, il y a quelques années, avaient installé un four crématoire où ils ont brûlé 300 corps et dont certains vivants encore. Donc on est dans une région paramilitaire. Mais bref, le 23 février, Guaido était censé faire entrer les militaires au Venezuela. Guaido ne pouvait pas sortir du territoire national parce qu'il a la justice sur le dos. Et Guaido a donc choisi de sortir clandestinement du Venezuela pour se rendre en Colombie à un fameux grand concert qui était un show médiatique destiné à l'opinion internationale. Et on vient de découvrir à travers des photos, des documents absolument irréfutables, que Guaido a été aidé pour passer de Venezuela en Colombie par la zone frontière, ce qu'on appelle les trochas, les sentiers, etc., par des paramilitaires colombiens, los Rojos, qui sont une bande d'assassins, qui sont une bande de narcotrafiquants, et que los Rastrojos l'ont amené jusqu'en Colombie, où il a été pris en charge à ce moment-là par les services de sécurité du président colombien Iván Duque, ou du sous-président, prétendent certains, puisque le véritable président serait Álvaro Uribe. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est certains Colombiens. Donc quand même, là il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que ce président autoproclamé ayant des liens avec les paramilitaires, ça devrait faire un scandale international. Donc plutôt que rapporter cet événement qui est particulièrement important, les médias préfèrent le taire. De sorte que les Français continuent à croire que finalement Guaido est un type bien sympathique qui veut ramener la démocratie au Venezuela et que le dictateur c'est Maduro et que d'ailleurs, vous le savez, Maduro abrite au Venezuela des groupes de guérilla colombiennes, les FARC, ou ce qui reste, ou ce qui vient de réapparaître des FARC, et l'armée de libération nationale. Et c'est l'argument qu'utilise et qui est monté en épingle le gouvernement colombien qui dans cette affaire est quasiment el titre et la marionnette de Donald Trump, devant l'Assemblée Générale des Nations Unies cette semaine. Il a fait une grande déclaration, il a remis au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, un document de 128 pages avec des photos montrant que l'armée de libération nationale et les FARC sont présentes au Venezuela et que donc le Venezuela appuie des terroristes. Or, rappelons-le, c'est très important parce que sous l'impulsion de Trump, on vient de réactiver le groupe de Lima, le traité interaméricain d'assistance réciproque qui permet à tous les pays de venir en aide à l'un d'entre eux s'il y a un danger. Or, évidemment, la présence de terroristes au Venezuela s'en prenant à la Colombie pourrait constituer un prétexte extraordinaire. Or, là encore, les photos présentées par Iván Duque à l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi, se sont révélées fausses. Puisque c'est un quotidien colombien de droite, El Colombiano, qui est un Colombien antioqueño, de l'Antioquia, a révélé que l'une des photos où l'on voit des guérilleros de l'ELN jouer avec des gamins n'a pas été prise au Venezuela en 2018, mais en Colombie en 2013, et qu'eux-mêmes l'ont depuis 2015. Et puis l'agence France Presse a également révélé que 3 des photos sont des photos qu'elle a faites elle-même sur le territoire colombien. Et au sud. Oui, loin de la frontière. Loin de la frontière. De sorte que, là encore, ça constitue une information importante. C'est à peu près l'équivalent, c'est même l'équivalent de Colin Powell il y a quelques années, en 2003, avec sa petite fiole d'armes de destruction massive pour justifier une intervention contre l'Irak à l'époque. On est dans le même cas de figure. Et là, pour le coup, la rétention de cette information par les médias français est un véritable scandale. Même El País en Espagne
qui est dans une opposition très violente au Venezuela de Nicolas Maduro, l'a mentionné. Mais, alors quand même, comme c'est le pays, ils ont mentionné que les photos étaient fausses, mais que néanmoins, ça ne changeait rien au fond du problème. Bon, voilà, donc ils sont retombés sur leurs pattes. Mais au moins, il y a l'information. Ici, il n'y a rien. Bon. Or, on le sait tous, en tout cas les gens qui connaissent la région, qui connaissent l'Amérique latine, qui connaissent le Venezuela, qui connaissent la Colombie, on est dans une situation de préagression. On le sait bien, je veux dire, les pays environnants, y compris ceux qui appartiennent au groupe de Lima, qui sont les 12 pays, ou les 11 maintenant, parce que le Mexique s'en est retiré, qui, sous l'impulsion de Washington, s'en prennent au Venezuela, sont pas très chauds pour une intervention militaire. Mais s'il y avait une provocation sur la frontière colombienne, avec le tiers, ça obligerait ces pays à se porter au secours de la Colombie, et donc il y aurait une justification pour attaquer le Venezuela. Or, une intervention militaire, quelle qu'en soit la forme, contre le Venezuela, ça déstabilise toute la région. Ça déstabilise la Colombie, qui est déjà en situation assez compliquée avec on peut dire, la quasi-rupture des accords de paix, du fait que le gouvernement n'a pas respecté ce qu'il avait signé en 2016 avec Juan Manuel Santos. C'est donc une situation extrêmement grave sur laquelle les médias devraient au moins donner un minimum d'informations pour avertir des dangers. Je veux dire, voir Duque mener une campagne à l'ONU pour mettre en accusation le Venezuela, l'ONU, c'est pas n'importe quoi. On est en train de détruire là aussi le droit international. C'est-à-dire qu'on considère l'ONU comme une espèce de tribune. Alors ça a été très très drôle parce que en fait, lors de cette assemblée générale des Nations Unies, qui s'est exprimé au nom du Venezuela, c'est pas le président fantoche Juan Guaidó. C'est Delcy Rodriguez, la vice-présidente vénézuélienne, c'est le ministre des Affaires étrangères du Venezuela. Et les médias ont quasiment centré tout leur traitement du sujet sur les réunions de l'opposition. Mais les réunions de l'opposition, elles avaient lieu au Troquet du Coin. Elles n'avaient pas lieu au siège de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Or, moi j'ai lu 10 fois la réunion des représentants de Juan Guaidó lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est une imposture. C'est une imposture qu'il faut... Alors moi je suis pas là pour dénoncer mes confrères. Mais enfin quand même, il y a des limites à l'absence de limites. Et qui a fait ce titre? Et pourquoi? Mais tout simplement parce que le Venezuela est aujourd'hui la cible et que ce soit pour les États-Unis, que ce soit pour l'Union européenne, que ce soit y compris pour le président Macron, je ne sais pas ce qu'il a à faire avec le Venezuela, l'objectif c'est de faire tomber Maduro. Voilà, point. Donc on utilise tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour asphyxier le Venezuela, pour mettre le Venezuela en difficulté. Alors, Cuba aussi est en difficulté aujourd'hui parce que précisément il y a des liens étroits entre le Venezuela et Cuba. Je veux dire, on a tous suivi, enfin nous qui nous intéressons à cette affaire, le fait que là, il y a quelques jours, 4 navires ont été, les armateurs de 4 navires ont été sanctionnés par les États-Unis parce qu'ils transféraient du pétrole du Venezuela jusqu'à Cuba. Il y a un armateur chypriote, il y a 3 armateurs panaméens, c'est-à-dire qu'on est en train d'étrangler le Venezuela et en même temps d'étrangler Cuba. Bon. C'est 2 symboles en Amérique latine, Cuba et le Venezuela. Évidemment que ce sont des symboles. Ça serait bien de les faire tomber rapidement. Parce que la situation, elle peut évoluer. Et elle évolue. Déjà, il y a quelques mois, il y a 1 an, il y avait un pays de plus au sein du groupe de Lima. C'était le Mexique. Le Mexique s'est retiré. Le Mexique a dit, avec le nouveau président, Andrés Manuel López Obrador, qu'il va revenir à sa posture traditionnelle, qui est la non-ingérence. On a l'Uruguay qui a dénoncé la réactivation du traité interaméricain d'assistance réciproque, qui s'est retiré du groupe de Lima et qui plaide pour une négociation. Demain, on peut avoir un changement en Argentine, un changement politique en Argentine. Donc il faut aller vite pour déstabiliser le Venezuela. Si demain l'Argentine revient, on va dire au centre-gauche, avec les Fernandez, et comme vice-présidente Cristina Fernandez, le rapport de force va changer. Par ailleurs, on assiste en ce moment, alors on pourrait dire que c'est une clownerie, c'est ce qui se passe au Pérou. Le Pérou, c'est le siège du groupe de Lima. Le groupe de Lima, c'est un groupe informel qui a été nommé par personne, qui s'est constitué pour attaquer le Venezuela, pour relayer la politique de Washington, qui ne veut pas apparaître en première ligne. Bon, un peu compliqué, mais ils essayent en tout cas. Bon. Que se passe-t-il au Pérou? Le président Vizcarra a annoncé hier qu'il destituait le Parlement, et le Parlement a annoncé hier qu'il destituait le président.
Et de sorte qu'on a aujourd'hui une présidente encargada, comme il y a au Venezuela. C'est-à-dire une présidente qui s'est autoproclamée et qui se déclare présidente du Pérou. Alors, la situation, elle est amusante. Parce que Vizcarra, qui appuyait le président fantoche Juan Guaido, il a l'air un peu plus ennuyé avec la présidente fantoche péruvienne. Ça fait rire tout ça. Mais en même temps, c'est le signe d'un grand dérèglement démocratique. C'est-à-dire que l'Amérique latine a mis le doigt dans un engrenage pour renverser Nicolás Maduro. On a commencé à nier toutes les règles de la démocratie. On a une Assemblée nationale vénézuélienne qui est en desacato, c'est-à-dire qui est dans l'illégalité. On a accepté ça, on a accepté qu'il y ait un président autoproclamé, on a accepté que les ambassades du Venezuela aux États-Unis soient prises par les opposants, etc., etc., etc. Et puis tout ça, ça fait tache d'huile. Parce que maintenant, tout le monde considère qu'on peut faire n'importe quoi. Et donc, là où, pendant une quinzaine d'années, avec tous ces présidents qui ont été assez mal vus par l'establishment, j'aime pas trop ce mot-là, parce que c'est un mot qu'utilise l'extrême droite en France, mais l'establishment travaillait pour faire de l'Amérique latine une zone de paix, travaillait pour l'intégration à travers l'Union des Nations Sud-Américaines, à travers la communauté des États latino-américains qui arrivent, on est en train de revenir à la loi de la jungle. Et que c'est la démocratie qui est en train petit à petit de s'effacer. Alors avec aussi d'autres situations qui sont des situations assez affolantes quand même. C'est que par exemple l'Argentine est en urgence humanitaire. C'est-à-dire que l'Argentine qui n'a été attaquée par personne. Le Venezuela, oui, il y a une urgence, on le sait, du fait de l'agression, mais l'Argentine n'a été attaquée par personne. Bon, l'Argentine, ils ont été empruntés 57 milliards au Fonds monétaire international. Et ils sont en urgence alimentaire. Et on essaie encore de nous faire croire que la gauche populiste était le principal danger pour l'Amérique latine. Et de qui se moque-t-on? Et la presse dans tout ça. Il faut aussi parler un peu de Nicaragua, qui a été attaqué les derniers temps, depuis l'année dernière, d'une façon. Et pas seulement la presse, c'est surtout les ONG qui ont attaqué. Quelques ONG qui ont attaqué. Quelques ONG. Il y a un véritable. Alors là, pour le coup, je parle à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Il ne s'agit pas de mettre en cause toutes les ONG. Ok, d'accord? Mais quand même, lorsque nous arrivent des informations ou lorsque on est sollicité par des ONG, la moindre des choses désormais, c'est de savoir qui les finance et qui elles sont. On parlait à l'instant de la photo qu'a présentée Guaido à l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle lui a été donnée. Enfin, elle a été donnée au service de renseignement militaire par une ONG vénézuélienne qui a été présentée pour Duque. Voilà, qui s'appelle Fundaredes. Et qui en fait s'est fait une spécialité depuis 2002 comme par hasard, c'est-à-dire depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez, de dénoncer la présence des guérillas colombiennes au Venezuela. Bon. Et donc le mensonge de Duque qui est devant l'Assemblée générale des Nations Unies, ça vient d'une ONG. Enfin, ça démarre avec une ONG au Venezuela. Bon. Le Nicaragua et le Venezuela. Alors, on avait déjà vu le phénomène avec le Venezuela. Grosse crise au Nicaragua l'an dernier, avec des affrontements. C'est-à-dire qu'il y a des opposants qui, après un démarrage de manifestations qu'on peut comprendre sur une réforme de la sécurité sociale, les gens manifestent, ils ne sont pas contents, c'est pareil en France, et il n'y a rien à dire là-dessus. Le président Ortega se rend compte qu'il a fait une bourde, ou peut-être pas, mais peu importe, il retire la loi. Normalement, tout devrait revenir dans l'ordre. Les manifestations augmentent. Les manifestations s'amplifient. Le gouvernement de Daniel Ortega, il faut le dire, pour mettre un terme au cycle de violence, parce que la violence, ça y est, il y a une vingtaine de morts, il décide, il négocie avec les opposants. La police rentre dans ses casernes et vous supprimez les barricades. La police rentre dans ses casernes. Et les barricades se multiplient dans tout le pays, se multiplient dans toutes les villes, et les sandinistes, le petit peuple sandiniste, se retrouve pris en otage dans ces villes, dans ces campagnes, complètement enfermés, et y compris avec des actes de violence extrême où des sandinistes sont pris, sont torturés, sont exécutés, des policiers sont tués par balle, il y en a 22 qui ont été tués par balle, il y en a plusieurs dizaines qui sont blessés par balle. Situation d'affrontement. Et donc, il y a un moment, le gouvernement décide de reprendre le contrôle du pays. Il est aidé, la police se déploie, et elle est aidée par ce qu'on appelle des policiers volontaires, qui sont les combattants sandinistes de la révolution contre Somoza et de la guerre contre la Contra, qui ne supportent plus d'être harcelés, arrêtés, torturés, séquestrés, etc., etc. Et donc, on a
un début de guerre civile, en fait, hein, pendant 3 mois. Bon. Et donc il y a des victimes de deux côtés. Mais les organisations dites de défense des droits de l'homme nous présentent l'ensemble des victimes comme des victimes de Daniel Ortega. Et là, il y a une manipulation de l'opinion, comme il y avait eu une manifestation à l'occasion des Guarimbas au Nicaragua en 2014 et 2017. C'est-à-dire qu'on fait croire à l'opinion internationale que toutes les morts au Nicaragua sont des victimes de la répression d'Ortega. On sait que c'est pas vrai. Là, c'est même pas, je suis pas en train de défendre une opinion qui serait la mienne comme ça parce que je défendrais Ortega. On a des preuves. Je veux dire, il y a des enquêtes qui ont été faites sur des cas terribles qui ont été attribués aux sandinistes et qui ont été des cas de l'opposition. Alors il y a un des cas les plus emblématiques, c'est une famille de 6 personnes, c'est 6 personnes qui sont mortes dans un incendie dans le quartier Karl Marx à Managua, dans une maison incendiée. Tout le monde a dit c'est la police sandiniste qui a incendié la maison. Et depuis, les jeunes sandinistes ont fait une enquête, ils ont le témoignage d'une des survivantes de cet incendie qui explique que c'est l'opposition parce qu'ils n'avaient pas voulu faire grève. Bon. On a des vidéos terribles de Bismarck Martinez, c'est-à-dire que les putschistes, on peut appeler ça comme ça, étaient tellement sûrs qu'ils allaient faire tomber Ortega qu'ils se sont filmés en train de torturer les sandinistes. Et puis comme c'est la mode maintenant, ils ont fait circuler. Donc il y a une vidéo qui circule où on voit un sandiniste qui est torturé, et ensuite on ne le voit pas, mais il est tué d'une balle dans la tête. On a des documents qui prouvent que tout ça a été faux. Et par ailleurs, il y a un scandale qui est survenu il y a une vingtaine de jours, il y a 3 semaines. Le temps passe très vite. L'une de ces organisations nicaraguayennes, l'ANPDH, Association nationale pro droits de l'homme, qui est une des organisations là-bas avec le CNID qui alimente en informations, en chiffres, etc. Amnesty International ou Human Rights Watch. L'ANPDH a convoqué une conférence de presse à Managua, il y a très peu de temps, et elle a dénoncé que son secrétaire général, qui s'appelle Alberto Leva, si je ne me trompe pas, est au Costa Rica. Alors il est au Costa Rica parce qu'il a été persécuté par Daniel Ortega, il est au Costa Rica, mais enfin quand même qu'il est parti avec $500 000. Donc déjà, ça fait beaucoup. Et puis elle révèle que sur ces $500 000, il y en a, je ne sais plus combien, qui sont de l'USAID, qui est la coopération américaine, et qu'il y a $300 000 qui ont été fournis par la New Endowment for Democracy, Nouvelle Fondation pour la démocratie, qui, on le sait, ses créateurs l'ont dit, a été créée en 1983 pour remplacer la CIA. Bon. Et non seulement ça, mais donc $300 000 de la NED, et que par ailleurs, le secrétaire général en question a augmenté le chiffre des victimes de la répression pour recevoir davantage de subventions. Et c'est eux, effectivement, qui ont annoncé des choses que j'ai vues dans La Croix, que j'ai vues dans Le Point, que j'ai vues dans un appel signé par un certain nombre de gens d'extrême gauche en France. On pourrait presque titrer de la NED au NPA. C'est un truc épouvantable. Non, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Ils citent la NPDH pour dénoncer la répression d'Ortega. Et ils ont tous signé comme un seul homme. Même s'il y a des femmes. Il faut rétablir la parité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de pourri au sein de l'extrême gauche française. Je le dis franchement, il y en a marre. C'est pas possible. Il y a quand même... Moi, je ne suis pas en train de défendre Ortega, là. Je ne suis pas en train de donner mon opinion. Et il y a en Amérique latine une gauche. Elle existe, la gauche latino-américaine. Comment se fait-il que le Forum de São Paulo, qui regroupe, je crois que c'est 148 ou 168 partis, organisations sociales, organisations populaires, dénonce l'agression contre le Nicaragua, dénonce l'agression contre le Venezuela, dénonce l'agression contre Cuba? Est-ce qu'on a ici une gauche, une extrême gauche néocoloniale? Il faudra quand même écouter un peu les latino-américains. Ils savent à peu près de quoi ils parlent. Dans le mouvement paysan qui a dénoncé la tentative de renversement de Daniel Ortega, j'ai oublié son nom, mais il est membre de la Via Campesina. La Via Campesina, tout le monde la respecte ici. Mais quand il s'agit du Nicaragua, non. Alors, le fond de l'affaire, mais peut-être qu'on ne peut pas faire 3 heures sur le Nicaragua, c'est que après la Révolution, et puis l'attaque des États-Unis avec la Contra, et puis la perte démocratique du pouvoir en 90 à travers les élections, il y a eu un grand débat au sein du FSLN, du Front sandiniste de libération nationale, dans lequel une minorité s'est opposée à Daniel Ortega, une minorité qui considérait que la guerre froide était finie, que le mur de Berlin était tombé, que le socialisme ça n'existait plus, et qui donc voulait transformer le Front sandiniste en un parti social-démocrate à l'européenne.
Ils ont toujours été mis en minorité au sein du FSLN par Daniel Ortega. Ils ont quitté le FSLN et ils n'ont jamais pardonné à Ortega. Donc c'est ce qu'on appelle le mouvement de la rénovation sandiniste. Mais ce sont eux qui ont conservé les contacts avec les ONG européennes, avec un certain nombre d'ONG qu'on connaît, que j'ai respecté, avec qui j'ai travaillé. Ils sont restés en contact avec eux. Et aujourd'hui, cette opposition, et je parle de celle de l'extrême gauche parce que c'est la plus navrante, c'est la plus terrible, à Daniel Ortega, mais aussi à Nicolas Maduro. Il y a un certain secteur de l'extrême gauche française qui sont déjà dans le discours ni Guaido ni Maduro. Bon. Et ça se fait à travers un certain nombre d'organisations. Après, je m'étais amusé, je me suis amusé à le faire dans ce bouquin. Quand on regarde qui finance, y compris des organisations qu'on considère comme sérieuses, la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Elle est financée par l'Union européenne, le ministère allemand de la coopération, le ministère suédois de la coopération. Elle est financée par Carrefour. Elle est financée. Enfin, c'est un truc hallucinant. Dans ces conditions, je ne vois pas comment on peut prendre le risque de défendre Maduro ou de défendre Ortega. On se coule dans le moule. Mais je crois que c'est la FIDH qui a porté à Maduro devant le tribunal international. La Cour pénale internationale. Oui, Amnesty, le dernier. Alors, puisque mon cher Hernando, vous connaissez bien la connerie. Oui, un peu. Je rappelle comme ça, on ne sait plus franchement. Moi je suis tous les jours, j'ai même renoncé à noter le nombre de dirigeants syndicalistes, de droits de l'homme, paysans et ceux qui sont assassinés tous les jours. J'ai renoncé, on en est à 500, enfin bref, peu importe, ça ne veut plus rien dire. 140 anciens guerrilleros des FARC assassinés. Deux derniers communiqués d'Amnesty International. Il y en a un sur le Venezuela. Crime contre l'humanité au Venezuela, il faut envoyer Maduro devant la Cour pénale internationale. Dernier communiqué d'Amnesty International sur la Colombie. Ici, tout n'est pas rose. J'invente rien. Là encore, c'est un scandale. Et je ne suis pas en train de me prononcer contre Amnesty International. Je connais bien cette organisation, je connais ses militants. Amnesty International France. Non, mais même... non, parce que les rapports qui sont publiés par Amnesty International en France sont des rapports qui émanent de la maison mère qui est basée à Londres. Donc là, voilà, c'est Amnesty. Alors avec en France, effectivement, une porte-parole qui est particulièrement pugnace, qui s'appelle Geneviève Garrigos, qui est maintenant, sur France Culture, France Inter, la porte-parole de la droite et de l'extrême droite vénézuélienne, ou nicaraguayenne, voilà, point. Donc, il ne s'agit pas de désinguer Amnesty. Il s'agit de dire aux militants d'Amnesty, vous avez des questions à poser à votre organisation. Parce que la grande difficulté, et là je suis en train de faire un truc impensable, sans prendre à Amnesty, c'est que dans ce que défend Amnesty, il y a des causes qu'on défend aussi, nous. On est tous contre la peine de mort, on est contre la torture, on est contre le viol, on est contre... Bon, donc, quand on met le Venezuela là-dedans, le Nicaragua là-dedans, évidemment c'est la confusion la plus totale. Moi je dénonce pas Amnesty quand elle dénonce la peine de mort. Mais quand elle se transforme quasiment même pas quasiment, en allié objectif de la politique des États-Unis face à des pays indépendants, là il faut dire aux militants, attendez, posez des questions à votre organisation. Parce que c'est vous qui la financez en plus. C'est les militants qui financent Amnesty. Là, c'est même pas les histoires de subvention. Donc les militants ont droit à la parole et les militants doivent poser des questions. Mais la chose qui m'a étonné tout le temps, c'est les journalistes, des fois, ils connaissent vraiment que telle information sur le cas de Venezuela, le cas de Nicaragua ou la Colombie, c'est faux. Pourquoi les répètent? Pourquoi les journalistes n'apprennent pas de l'expérience, comme tu disais tout à l'heure de Colin Powell? Et on se rend compte qu'ils répètent. Ils répètent. Est-ce que la histoire se répète ou est-ce que l'expérience sera rien du tout ou il faut croire le mensonge? J'ai pas d'explication. Et normalement, nous on fait partie du métier, on serait censé avoir des explications hyper rationnelles à tout ça. Moi je suis effaré. Je suis effaré par la manière dont fonctionnent aujourd'hui les médias. Il y a un formatage des opinions. Et il y a un moment où, après des années et des années, où les médias dominants ont imposé leur ligne, plus personne n'ose aller contre. C'est suicidaire, Moi, je suis pas un jeune journaliste, donc je m'en fous. Je vais pas assurer ma carrière. Mais défendre le Venezuela aujourd'hui, défendre Cuba, moi, c'est un truc, je le dis en plus, y compris je le dis aux Cubains, je ne suis pas pour le parti unique,
Je ne suis pas sûr que je serais ravi d'être journaliste à Cuba. J'ai un certain nombre de préventions. Mais cela étant, quand je regarde Cuba, quand je regarde comment on vit à Cuba, et comment on vit au Honduras, comment on vit en Haïti, comment on vit au Guatemala, même avec son parti unique, Cuba a fait mieux. Bon, voilà. Et donc, et y compris au nom de la dignité et de la souveraineté nationale, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait imposer de l'extérieur quelques mesures que ce soit à Cuba. C'est aux Cubains de décider. C'est pas forcément facile d'être un opposant cubain. C'est pas toujours facile non plus d'être un gilet jaune à Paris. Hein. Donc voilà. Et donc cette campagne. Et donc on arrive à imposer des schémas. Par exemple, il n'y a plus personne aujourd'hui qui peut parler sur la Syrie. Je ne suis pas un admirateur de Bachar el-Assad. Mais quand par exemple, j'entends Barack Obama dire la ligne rouge, c'est l'utilisation des armes chimiques. Et que 2 jours après, Bachar el-Assad, il utilise des armes chimiques, eh ben j'ai un doute. Voilà, j'ai un doute. Et aujourd'hui, quand je vois le traitement des médias dominants, 80% des médias, sur le Venezuela, quelle est la conséquence? C'est quand je lis le journal sur un sujet que je ne connais pas, eh ben j'ai plus confiance. J'ai plus confiance. Je lis le Monde sur la Syrie, j'ai pas confiance. Je lis le Monde sur le Sri Lanka, j'ai pas confiance. Parce que je sais comment ils manipulent l'opération sur le Venezuela. Le problème, ça n'est pas que des représentants de l'opposition vénézuélienne, ou nicaraguayenne, ou cubaine s'expriment sur nos médias. Le problème, c'est qu'on devrait pouvoir répondre, ou organiser un débat, un vrai débat, sérieux, pas du cirque. Alors de temps en temps, il y a des débats. Le problème, c'est que c'est du cirque. Soit il faut chercher la petite phrase, soit vous êtes à 1 contre 4, et y compris, alors, on assiste maintenant à des phénomènes qui sont intéressants, qu'il faudra un jour analyser. C'est qu'on est un certain nombre de journalistes qui sommes invités assez régulièrement, au hasard, Russia Today. Russia Today, c'est la chaîne des fake news. Hein, c'est-à-dire que déjà, on n'est pas invité sur les médias classiques, mais que les derniers qui nous invitent sont tout de suite délégitimés, hein, de manière à ce qu'on explique bien que non, il y a une vérité officielle. En fait, on en est là. Ignacio Ramonet a expliqué un certain nombre de choses beaucoup mieux que moi. Il y a maintenant une vérité officielle sur tout. Et on ne peut plus exprimer aucune opinion qui soit un tout petit peu... On le voit très bien, moi je regarde les débats sur BFM TV, je veux dire, entre les opinions exprimées par la directrice adjointe de la rédaction de Libération et celle du Figaro, du Monde ou du Point, il n'y a quasiment plus de différence. Il y a des différences sur des bricoles. Hein. Est-ce qu'on est pour la GPA à 5 ou la GPA à 2? Enfin voilà, mais sur les choses importantes, il n'y a plus de différence. Bon. Après, on pourrait développer à l'infini. Hein, je veux dire, tout le monde met en cause Russia Today. Russia Today, moi je le regarde de temps en temps. Bah oui, d'accord, il exprime le point de vue russe, la vision russe. De même que CNN, c'est la vision américaine, que France 24, c'est la vision française. Et que, alors, curieusement, France Culture avait convoqué littéralement la directrice de Russia Today pour lui dire, mais enfin quand même, vous n'êtes pas une voie télé d'information, et puis c'est de la propagande, et puis blablabla. Et il y a une chaîne sur laquelle personne ne se pose jamais de questions. C'est E24, E24 News, qui est la chaîne d'information en continu israélienne, qui est une chaîne de propagande pure et dure. Et là, et moi, elle ne me gêne pas. Hein. Ça ne me gêne pas qu'elle soit sur le câble. Mais là, ça pose de problème à personne. Bon, voilà. Pour le moment, on est un peu arrinconados, hein. On est un peu coincé. Il y a les réseaux sociaux, heureusement. On n'est pas encore capable d'estimer l'impact qu'ont les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un impact et je pense que la partie n'est pas perdue en réalité. Parce que, on le voit bien, même le pouvoir, qui est largement relayé par les médias classiques, n'arrive pas vraiment à imposer son opinion. Sauf que le Venezuela, c'est loin. Sauf que le Nicaragua, c'est loin. Donc là, les gens ne savent pas. Hein. Quand on leur parle du problème des retraites, là, ils savent de quoi il s'agit. Ou ils peuvent savoir. Venezuela, ils ne savent pas trop, c'est compliqué. Mais l'information, c'est le cœur du problème. Et d'une certaine manière, je voulais finir sur une chose qui me paraît évidente, vous allez bien comprendre, c'est qu'en imaginant que demain, les États-Unis, la Colombie, le groupe de Lima, Macron, l'Union européenne, réussissent à faire tomber Nicolás Maduro, la première chose qu'ils feront, ça sera de supprimer Télésour.
la chaîne d'information continue latino-américaine qui a été créée par Chavez, parce que c'est une source d'information un peu dissidente et qu'elle dérange. D'ailleurs, c'est pas par hasard si en Argentine, dès son arrivée au pouvoir, Mauricio Macri l'a sortie du réseau public et qu'elle est reléguée sur le câble.